explosives, elles sont très très larges parce qu'elles sont extrêmement variées et on peut aller très très loin. Classiquement, voilà les quatre grandes utilisations que l'on en a. La représentation directe du milieu sous-marin, okay. L'utilisation de la géomorphologie de données pour la caractérisation de la géomorphologie des falaises côtières, l'évaluation de l'exposition à la submersion marine par analyse SIG, on va voir ce que ça implique, et enfin la modélisation dynamique des phénomènes de submersion marine et de tsunami à haute, voire très haute résolution. Alors rapidement, la visualisation très rapide du MNT à 5 mètres. Là on est sur la plage, enfin on n'est pas très loin d'Antibes. Je crois que c'est la fameuse route départementale dont parlait Vincent Madelin. Voilà, ça nous permet d'avoir la position d'un engin explosif sur lequel on nous a demandé une expertise pour du contre-minage par la Marine nationale en début d'année. Donc l'utilisation là brute des données à 5 mètres, maillées à 5 mètres, avec Global Mapper qui permet de faire déjà pas mal de choses. En termes de cartographie sous-marine, on rejoint un peu les préoccupations, on rejoint pleinement les préoccupations qui étaient présentées par Axel Herold de l'Ifremer ce matin sur voilà, la localisation des affleurements sous-marins, affleurements rocheux ou des couvertures sédimentaires meubles. Là, c'est un travail qu'on avait fait en partenariat avec le SCOT Provence-Méditerranée sur la moitié du littoral varois, où on cherchait les zones d'affleurement sédimentaire sur lesquelles on a fait par la suite des prospections géophysiques pour voir les épaisseurs. Donc on avait une cartographie des biocénoses marines qui a été faite par le conseil départemental. Et bien on a ploté et comparé les zones d'affleurement sableuses. Donc vous avez là, hop, là on est à Bormes, le Lavandou, la corniche du Lavandou. Ça nous permettait donc de positionner très rapidement ces zones d'affleurement et après ça nous a permis aussi de dimensionner le levé par géophysique, par sismique réflexion. Concernant l'évolution des falaises côtières, on a utilisé notamment les données, un doctorant au BRGM a utilisé, Jérémy Juliano, a utilisé les données litho 3D pour un travail sur l'évaluation de la vulnérabilité en gros des falaises littorales à l'érosion et à travers également une analyse de la rugosité du littoral avec une comparaison très rapidement il fallait prendre une comparaison entre une côte à 50 mètres au-dessus du niveau marin, une côte à 0,2 mètres et puis des isobates, moins 11, moins 24 et comparer un peu la distribution de la rugosité à l'échelle du littoral pour avoir une connaissance un peu de l'évolution vraiment à l'échelle géologique des plateformes littorales. Bon, ben, on retrouve un peu ce que nous a présenté les collègues de la CCR, hein, c'est qu'effectivement quand on a des informations à 25 mètres avec des MNT 25 mètres, c'est MNT ALTI, on a des longueurs d'onde, des rugosités, vous avez un peu ce que ça représente là en haut à droite là, sur le Cap Morgiou. En gros, on s'intéresse aux formes d'érosion et on voit que voilà, à 25 mètres, les longueurs d'onde minimales des rugosités sont de l'ordre que l'on peut retrouver sont de l'ordre de 200 mètres, alors qu'avec du litho 3D, on atteint des résolutions, des longueurs d'onde de rugosité jusqu'à 8 mètres. Donc ça permet d'avoir une précision beaucoup plus fine de ces choses-là. Cette thèse, elle a été, je ne l'ai pas dit, mais cette thèse, elle a été cofinancée par la région PACA et le BRGM. Et dans le cadre d'un projet APRF, VALS, qui est un projet qui a associé le BRGM, GeoAsuranis et le CEREG, ici présent. Deuxième, grande utilisation pour nous des données litho 3D, c'est la submersion marine. Alors deux approches, j'en parlais au début. Première approche sur une analyse SIG, c'est-à-dire que on a des données topographiques, on sait qu'il nous faut déterminer les zones qui sont soumises à un aléa, et donc il faut surtout déterminer le niveau marin, le niveau de l'aléa submersion marine. Donc c'est une procédure qui est classique dans les démarches PPRL, ministérielles, dans les plans de prévention des risques littoraux, au sein de la directive d'inondation. Et il faut le travailler ça permet de travailler sur une situation actuelle sans élévation du niveau de la mer, et puis de faire des projections avec des scénarios d'évolution, d'augmentation du niveau à échéance 2100.
travail, on l'a fait encore une fois sur le périmètre du SCOT Provence-Méditerranée. Alors c'est en gros de Saint-Cyr-sur-Mer au Lavandou, en prenant donc le Toulon et la presqu'île de Gien au passage. Avec le travail, voilà, ce qu'on a fait, on a déterminé, vous avez ici tous les paramètres qui rentrent en compte dans la détermination de la submersion, donc paramètres physiques, surcote atmosphérique, surcote avec les vagues, l'influence de la plage et du jet de rive aussi. Et les données pour calculer tout ça, il nous faut dénoder une valeur et de surcote qui sont données par le CHOM et le CEREMA, des caractéristiques de la houle au large que l'on a resimulées au sein de ce projet, et la pente de la plage qui est particulièrement importante et qui nous est donnée par les données litho 3D. Bon, ça c'est le travail qu'on a fait nous pour déterminer en gros des bouées virtuelles de resimulation des climats de vagues sur 1979-2009 pour avoir un peu des statistiques, des séries chronologiques assez longues pour avoir des statistiques robustes pour calculer des périodes de retour des événements de tempête. On a fait ça sur l'ensemble des littorales à l'échelle de chacune des grandes baies. Une fois qu'on avait ces données, il fallait calculer le long de profil espacé le long du littoral, la composante des niveaux de submersion marine liée à l'influence des vagues et qui est directement proportionnelle à la pente de la plage. Donc il nous faut la pente de la plage, et la pente de la plage, on l'a calculée de manière sériée le long du littoral, tous les 50 mètres, et grâce aux données litho 3D, on avait vraiment l'interface ternaire, ici, qui nous permettait de déterminer la pente de la plage aérienne, sur laquelle va se propager le jet de rive, et la pente de la plage sous-marine, sur laquelle sont dissipées les houles qui abordent le littoral. Une fois qu'on a ça, on a des formulations empiriques qui nous permettent de redéfinir les niveaux d'eau et les niveaux marins maximum atteints. Et ensuite, on fait une simple comparaison du niveau maximum atteint sur la topographie lidar. Et on a réalisé également des contrôles avec la connaissance que l'on avait du terrain et la connaissance des phénomènes historiques sur ces éléments de submersion pour évidemment la situation actuelle. Juste un exemple de cartographie sur la presqu'île de Gien. Donc là, un aléa centenal pour une situation actuelle, avec une surface centenale et des vagues de pourcentage. La presqu'île de Gien, et la même avec une prospective à horizon 2100, avec une augmentation des surfaces inondées, évidemment, avec une augmentation évidemment des hauteurs d'eau maximale au sein de chacune de ces surfaces. Donc ça, c'est une approche somme toute classique pour laquelle litho 3D est effectivement très utile. Un autre dernier point sur lequel on travaille beaucoup au sein du RGR, c'est la modélisation dynamique de la submersion. Et en particulier à haute résolution et en particulier en milieu urbain. Parce que dans ces cas-là, on a des spécificités du terrain qui font qu'il y a un bâti, il faut prendre en compte ce bâti. Comment on le prend en compte? Est-ce qu'on prend uniquement un modèle classique sans les bâtiments, ou est-ce qu'il faut prendre avec le bâti? C'est pas compliqué. C'est un peu compliqué, pardon. Et il n'existe pas de produit standard pour prendre en compte ce bâti. De même, il faut avoir une description fine de l'occupation du sol, c'est-à-dire qu'une propagation d'une submersion d'une vague sur une route bitumée, elle ira beaucoup plus vite que sur un champ maïs. Donc il faut avoir aussi cette notion d'occupation du sol et de définition des coefficients de frottement du sol pour la vitesse de propagation. Submersion marine ou inondation fluviale, voilà, nécessite également la prise en compte des paquets de mer. Il y a des formulations empiriques, soit on passe par des formulations semi-empiriques ou empiriques, soit on fait des modèles vague à vague, c'est ce que je vais montrer par la suite. Et ensuite, dernier point, les écoulements complexes avec le bâti. Il y a des variations des écoulements, des variations rapides en vitesse, en direction, en fonction de pente. Est-ce que c'est sec, est-ce que c'est mouillé? Voilà, ça nécessite des modèles un peu spécifiques. Et en amont, on a un peu travaillé sur ces thématiques-là à travers des projets type ALDES qui étaient à leur descendante pour des tsunamis, des thématiques tsunamis. Également sur des projets de submersion, de modélisation de la submersion sur la plaine du Ceinturon pour hier, pour la
hier, dans le cadre de l'appel à projet de revalorisation. Donc il y a eu pas mal de projets, le projet Johanna en Bretagne également, sur lequel je vais revenir. Quand on veut faire ça et qu'on a des données LIDAR, on a des données LIDAR qui sont extraordinaires en densité, en précision. Le seul problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop précises et beaucoup trop denses, elles sont beaucoup trop volumineuses pour une utilisation actuelle avec les modèles que l'on utilise actuellement, les modèles hydrodynamiques. Donc il faut procéder à des filtrages, avoir une vérification des cotes des digues de protection, des lignes de crête, prendre en compte le bâti, donc ça nécessite des traitements spécifiques. Vous avez quelques exemples là, je ne vais pas détailler, mais bon, il y a quand même un bruit sur le lidar et qu'il faut prendre en compte avec des procédés de traitement adaptés. L'intégration du bâti, je disais qu'il n'y avait pas de produit type, en fait, pas de produit direct. Donc nous, on a trouvé une petite méthode qui nécessite par contre de rentrer vraiment dans la donnée lidar et utiliser les modules type Last Tools, donc des outils assez spécifiques où il faut rentrer au niveau du nuage de points. Concrètement, la partie litho 3D traitée par l'IGN, parce qu'on est essentiellement sur les zones terrestres, c'est un produit qui est lissé, filtré de la couche du bâti, des voitures qui sont dans les routes, qui sont sur les routes, des gens qui passent, de pas mal de choses. Donc là, et ça c'est le produit qui est livré. Il y a aussi livré le MNT brut, si on le demande, c'est ça, donc ça c'est vraiment le nuage de points brut. Et nous on a travaillé en disant, on prend le MNT brut, on va faire une extraction du bâti en utilisant une couche topo, type BD topo, on extrait le bâti, que l'on recolle sur le MNT livré par le MNT brut et filtré, et on obtient en fait un modèle numérique d'élévation qui prend en compte que le bâti et avec les routes et les voies qui sont filtrées, dégagées des voitures et dégagées de tout ça. Voilà l'exemple du MNT topo brut sur le secteur de l'Egade à hier et le MNE traité sur lequel nous on va travailler et qu'on va faire tourner les modélisations. L'avantage de la haute résolution, c'est qu'on va vraiment travailler sur du processus, ce que l'on ne fait pas quand on a une approche analyse SIG, où on dit, voilà, on a un tel niveau, et tout ce qui est en dessous de ce niveau est potentiellement affecté par la submersion marine. Par contre, on n'a pas d'idée du processus. Est-ce que c'est du franchissement? Est-ce que c'est du débordement? On ne prend pas en compte l'effet de la bathymétrie, et on ne prend pas en compte, une fois, également le bâti. Juste un exemple. Sur un projet Johanna, la tempête Johanna en mars 2008, qui a impacté surtout la Bretagne, et nous on a travaillé sur l'Orient, Gavre, pardon, sur Gavre, qui est un tombolo, une zone humide dépoldarisée. Bon, il y a pas mal de choses qui avaient été faites dessus. Il y avait un plan de prévention des risques. Un bureau d'études avait déjà fait une analyse un peu très précise, même pas un peu, mais très précise, des processus et des données de terrain qui avaient été récoltées. Donc les zones inondées, quelle hauteur, à quel moment, comment ça s'est passé. Et on avait tout ça. Et on était parti sur un lidar topographique. Voilà, donc là on savait qu'il y avait du franchissement au milieu, destruction d'un mur et franchissement vers la droite, et du débordement vers la gauche, avec un impact des vagues incidentes des deux côtés. Ça c'est quelques vues de terrain. Voilà les conditions de forçage avec la houle, la houle et le niveau marin. Et là vous avez entre 2h40 et 8h, l'ensemble de la courbe de marée à très haute fréquence, vague à vague, ce qui nous permettait, ici là, vague à vague, ce qui permettait de voir vraiment l'évolution du niveau. La dynamique des franchissements, on va la voir. Voilà un peu le type de simulation. Voilà. Et donc la simulation vague à vague de ce qui se passe pendant la tempête. On commence avec un forcissement
des conditions de tempête, et vous avez les pulses là qui correspondent à des franchissements par paquet de mer et la propagation de l'écoulement en fonction du bâti et voilà, un peu canalisé donc par les rues. Et là on est au maximum de marée avec des franchissements beaucoup plus importants, en particulier ici et au niveau de tout le littoral, et le remplissage de cette zone qui est toujours d'ailleurs un terrain de foot un peu en situation un peu abaissée par rapport au niveau atteint lors de cette marée. Donc on voit toute la dynamique de la propagation de la submersion et qu'on a pu caler avec les données de terrain historiques qui avaient été réalisées, qui avaient été recueillies par le bureau d'études. Alors ça va bientôt finir normalement. Voilà. Et là on a la fin de la marée, avec la marée qui descend, le niveau, voilà, l'altitude descend. Et donc tout ce qui se passe, effectivement, c'est à marée haute pendant la principale, pendant l'apex de la courbe de marée. Voilà, on était parti sur ce projet-là et on a ensuite travaillé également plus localement sur hier, où on a essayé de développer un peu la même approche, qui était un peu moins ambitieuse en termes de moyens déployés. Par contre, sur hier, ce qui était intéressant aussi de voir, c'était qu'on avait des photographies pendant une submersion. Et ce qu'on a vu aussi, c'était que la protection ici du mur de haute plage, il contraignait beaucoup les écoulements. Et que ça, si on ne le prend pas en compte, on va aboutir à une surestimation des niveaux de submersion et des zones inondées. Donc ça veut dire que nous, on l'a pris en compte. On avait le MNT, et on a rajouté, on a fait un modèle, on avait le modèle le MNT sur lequel on a rajouté, on a fait des relevés de terrain pour prendre ce petit muret et le faire tourner donc des propagations de submersion en prenant l'ensemble de ces données. Donc l'ITO 3D nous a servi de base, et après nous on l'a alimenté avec la connaissance qu'on avait aussi du terrain. Et après on a travaillé sur des scénarios. Là c'est un scénario de période de retour 30 ans à échéance 2030, donc à peu près le même niveau marin, avec quand même 20 cm en plus. Donc, et une période de retour 30 ans de l'événement, où on s'est aperçu qu'on avait effectivement du franchissement ici, mais on avait aussi et surtout des débordements en arrière par les petites lawns, les petites arrivées de rivières au niveau du littoral. Et ça, c'était quelque chose d'assez important, notamment si on passait sur une perspective d'augmentation du niveau marin. Ouais, le tsunami à Barcarès, effectivement. Ça, c'est juste pour illustrer, on a travaillé sur des projets de tsunami, c'est juste pour illustrer que avoir la connaissance précise de la variabilité de la morphologie côtière, elle est extrêmement importante quand on fait ce type de calcul et de propagation d'inondation et de submersion. Parce qu'au Barcarès, vous avez des barres sableuses qui sont en forme de croissant, en plusieurs systèmes. Et en fonction des barres sableuses, les barres elles vont absorber, elles vont dissiper l'énergie des vagues, elles vont entraîner un déferlement avant l'arrivée à la plage, et donc des zones de submersion moins importantes au niveau des barres et plus importantes entre les barres. Et donc ça, on arrivait relativement bien à le simuler, et c'est surtout c'est grâce, là pour le coup, avec les données LITO 3D, parce qu'avoir de tels niveaux de définition, c'est très compliqué sur ces environnements sableux, très mobiles, très énergétiques, sur lesquels on ne peut pas trop faire de sondeurs multifaisceaux. En fait, on est dans des profondeurs qui sont trop petites, ou alors les bathymétries monofaisceaux sont pas assez détaillées. Oui, on avait aussi travaillé sur Nice avec des données de très haute résolution, encore une fois prendre en compte la complexité topographique sur la propagation du tsunami. Donc là, pour le coup, c'était le tsunami de 79 à Antibes. Voilà, le tsunami, ça c'était Villeneuve, je pense, Antibes. Et là, voilà, propagation de l'onde de tsunami qui arrive et qui va se propager dans la baie, et puis qui va ensuite se propager sur les zones terrestres. Et on voyait bien la différence de propagation
avec soit un MNT précis ou un MNT beaucoup plus large et surtout prise en compte, oui ou non, du bâti. Donc voilà, la propagation de la submersion lors du tsunami. Voilà, la deuxième onde qui arrive. Donc ça, c'était un projet ALDES qui a été copiloté par le CEA, le CHOM, et qui était sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la direction de la sécurité civile. Voilà. Bon, les limites, je pense que vous en avez parlé ce matin, mais j'étais pas là, mais les limites, effectivement, c'est les estuaires. Les limites d'utilisation, c'est les estuaires et les zones très turbides, les ports, les lagunes. Par exemple, au Barcarès, on n'avait pas de données dans la lagune et dans le port. Ça, je pense. Les discussions qu'on avait eues avec Yves-Marie Tanguy, ça s'était peut-être un peu amélioré, où il y avait des perspectives de travail qui s'amélioraient aussi là-dedans. Ensuite, ouais, après, défaillance d'ouvrage, d'érosion encore difficile à intégrer dans les modèles, ça c'est pas du tout lié à l'ITO 3D, c'est plus lié à une capacité de modélisation. Bon, là c'est ce qu'on a produit sur le Boucholeur, donc c'est en Charente-Maritime pendant Xintia. Encore une fois, la propagation du débordement. De la simulation du débordement sur ce système-là. Donc ça, je ne vais pas assez rapidement. En conclusion, les données LIDAR et l'ITO 3D, effectivement, c'est un outil essentiel. C'est un outil essentiel si on veut faire de la modélisation de la submersion marine à haute résolution en milieu urbain. Ça nécessite, par contre, pas mal de travail. Des temps de calcul qui sont importants. Il faut prendre en compte les limites actuelles. Bon, ça, après, les progrès, on les connaît, ça marche très bien. Par contre, effectivement, les temps de calcul sur des emprises étendues, c'est très compliqué. Prise en compte de l'érosion et des ruptures d'ouvrage, prise en compte des ouvrages, c'est quelque chose aussi qui est assez compliqué. Actuellement, j'en parlais tout à l'heure, on travaille là, ça fait quelques mois qu'on travaille sur un projet pour avoir une simulation de la modélisation, enfin une simulation de la submersion marine à l'échelle de la Camargue en entier, c'est-à-dire vraiment de Port-Saint-Louis y compris Camargue gardoise, pour voir un peu si vraiment on a une grosse submersion, une grosse tempête type 82, si la propagation elle se fait vraiment, si le trait de côte si le niveau de la mer est à 2 mètres, si ça arrive vraiment à 2 mètres dans les terres. On est en train de travailler là-dessus et on est soumis au compromis. C'est un compromis quand on fait de la modélisation entre la résolution et la résolution et les temps de calcul. Donc on est en train de développer des algorithmes pour prendre en compte les ruptures de pente, pour prendre en compte les ouvrages qui sont des discontinuités sur des surfaces très plates, notamment en Camargue, et faire un traitement automatique un peu pour essayer de réduire ces temps de calcul. Je vais juste terminer en vous montrant un projet, si j'y arrive, celui-là. Parce qu'en fait, l'ITO 3D, on a vu que c'était particulièrement bien, enfin des données qui étaient particulièrement bien, qui étaient particulièrement précises, pardon. Je vais le dupliquer. Donc on a une topographie qui est précise. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir une simulation la plus précise possible de ce qui se passe dans la submersion marine. Et on est retourné en Bretagne là, sur la tempête Johanna. C'est exact. Ça, ce que je vous montre, ce sont les données du modèle qui ont été texturées et du modèle de submersion sur l'ortho drapé sur le MNT, l'ITO 3D ou le LIDAR. Et c'est ce qu'on retrouve. On retrouve les processus que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'était une commande de la DGPR pour avoir un démonstrateur de submersion marine sur des terrains où il y a beaucoup de données disponibles. Donc voilà, c'est un projet BRGM DGPR et on retrouve en fait les simulations de modèles que je vous ai montrées, mais d'une manière un peu plus mise en valeur, on va dire, avec la propagation effectivement la propagation des écoulements, le franchissement des digues. Et ça, si on n'a pas de données, si on n'a pas de données haute résolution et de type LIDAR, ben là on peut pas faire, quoi.
Ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est le type de processus que l'on a sur la côte. Parce qu'on n'a pas trop de débordement en termes de submersion. On a surtout du franchissement, en particulier sur le 0,6. Donc ça n'appelle du pied au 0,6 si vous voulez faire des choses. Nous, on a quelques billes pour travailler sur ces processus de submersion marine et tsunami. Voilà, donc vous avez là la fin de l'histoire. Merci beaucoup. Bien, encore une fois, avez-vous des questions à poser à nos collègues du BRGM? C'est en lien avec déjà tout ce qu'on a présenté précédemment, sur ce qui a été présenté. Je crois qu'on arrive au bout. Enfin, moi, personnellement, je suis un peu abasourdi par tous ces exemples. C'est vrai qu'on a fait sortir là l'utilisation et l'utilité de ces données. On en avait besoin parce qu'effectivement, produire de la donnée, on n'avait pas ce retour utilisateur jusque-là. On avait prévu de faire un débat. En fait, le débat, c'est avec vous qu'on le fait, c'est avec toutes ces présentations. Ça nous remotive effectivement pour finir la métropole, puisqu'elle n'est pas terminée. Demain, nous aurons une réunion un petit peu stratégique pour savoir comment mettre en place une gouvernance et un plan de financement pour finir les acquisitions de données. Pour nous, l'acquisition de données, elle doit se coupler à la formation, au retour utilisateur, à la mise en place de comités utilisateurs. Donc vous en faites partie de fait, bien entendu. Nous avons besoin encore de poursuivre ce genre de travail avec vos retours, en espérant que les contacts que vous avez pu prendre aujourd'hui vous permettront d'approfondir. Je ne sais pas si le CHOM veut rajouter quelque chose par rapport à tous ces exemples qui nous remotivent quelque part. Non, c'est effectivement une journée passionnante pour nous parce que on voit effectivement l'utilité de notre travail de production, donc c'est particulièrement gratifiant. Merci effectivement à tous ces usagers pour nous avoir fait ces démonstrations. Tu parlais de la journée de demain. Effectivement, il faut avoir aujourd'hui, je pense, cet objectif en tête de finaliser le référentiel. Donc j'espère qu'on arrivera sur une concrétisation rapide du programme NITO 3D. Donc pour vous expliquer là où nous en sommes, la partie financement, elle est compliquée, comme vous l'avez compris. Mais surtout la partie instrumentation. Pour nous, il n'est plus question d'avoir comme ça des marchés avec différents porteurs qui sont obligés de repartir, même s'il fait beau. Ça nous oblige aussi à avoir des acquisitions importantes, sur des volumes importants, alors qu'on en est, comme on l'a vu ce matin, soit à des réactualisations de régions complètes, soit à des besoins ponctuels qui ne peuvent pas être satisfaits. Donc l'objectif serait d'avoir l'opérateur, CHOM, qui ait enfin un instrument national. Pour ça, on a plusieurs pistes. On a des gros chantiers qui vont démarrer. On espère que ça va nous permettre d'argumenter sur le fait qu'il faut avoir au niveau national un instrument qui soit capable de répondre à la demande. Autour de la table, nous aurons au moins 2 ministères. Le ministère de l'Environnement, peut-être le ministère de la Défense, on espère un autre ministère, on n'est pas encore certain. Et puis les régions. Pourquoi les régions? Parce que, comme on le disait Madame Perrano ce matin, la loi NOTRe leur confère la compétence d'acquisition des données pour caractériser leur territoire au travers des plateformes qu'elles ont mises en place. Et la quasi-totalité des régions de France, je parle sous le contrôle de la responsable du comité usage de la FIGEO, qui est Christine Arcas, la directrice du CRIJ. Normalement, je crois que toutes les régions de France littorale ont une plateforme. Comme on le disait ce matin, cette plateforme peut être complétée par des organes comme le ROLNP qui ensuite travaillent de façon thématique à l'appropriation des données, à la formation des acteurs. Donc pourquoi les régions? Parce qu'elles ont cette compétence, mais également parce qu'elles gèrent les fonds européens, à la fois les fonds FEDER et les fonds FSE maintenant, ce qui peut nous permettre, pas facilement, mais ce qui peut nous permettre de compléter les fonds nécessaires à la réalisation de ces acquisitions et réactualisations.
le nœud derrière un comité d'utilisateurs pour que vous nous remontiez et que vous travailliez ensemble. Ça, c'est important. Et puis nous remonter vos différents besoins s'ils ne sont pas satisfaits par les données acquises. Un point commun, le cahier des charges, puisque le cahier des charges est élaboré par le CHOM. Il peut éventuellement évoluer si on s'apercevait qu'il y avait besoin de le faire évoluer. Mais un cahier des charges commun sur toute la France, on le disait à table tout à l'heure, nous permet d'avoir de la donnée interopérable, donc d'avoir de la donnée qui permet de faire des calculs qui s'affranchissent des frontières, puisque ce qu'on évoquait, c'est qu'on ne peut pas avoir la région Languedoc qui fait son acquisition de données sur un mode différent de la région PACA et la Camargue au milieu qui est coupée en deux. On espère beaucoup travailler sur 4 régions, ça serait une première. Et pourquoi pas regarder un petit peu à côté, on connaît un petit peu des Belges aussi, on verra si on peut parler avec eux. Mais en tous les cas, voilà, on vous remercie d'être venu et d'avoir apporté votre... J'ai une toute petite correction à apporter à ce que tu viens de dire. Les régions ne sont pas en charge de l'acquisition des référentiels, elles sont en charge de la coordination grâce à une plateforme de l'acquisition. C'est pas pareil. Alors c'est pas pareil. Il est vrai qu'avec l'année 2016 qui va redémarrer, il faudra que l'on redéfinisse les compétences qui sont celles des régions conférées par la loi NOTRe. Et il ne sera pas question que du coup, plus personne n'ait la possibilité d'acquérir la donnée. Donc ça, il faudra bien entendu voilà, veiller à ne pas tomber dans un trou de compétences. Alors, on compte sur votre soutien et on fera peut-être appel justement à vous pour écrire que vous vous en servez. Bon là, les présentations seront mises sur le blog que vous avez vu, qui de fait, à partir de demain matin, devient un blog national, avec tout ce que vous nous avez présenté. À vous maintenant de le faire vivre, de nous envoyer, comme on vous le disait, une petite photo ou une petite capture d'écran et une page avec un lien pour alimenter ce blog et montrer toute la richesse de ce que vous faites. Et puis de créer les contacts qui vous semblera nécessaire pour ce comité d'utilisateurs. On se donne rendez-vous l'année prochaine parce qu'on va reprendre, j'espère, notre rythme. On ne sait pas encore où, mais on espère avoir de bonnes nouvelles et le dessin d'une stratégie nationale d'ici 1 an quand même. Et ça sera à vous de nous dire si... Alors l'année prochaine, on ne sait pas parce qu'ils seront accrochés à vos avions. Donc peut-être en 2017, ce serait plus confortable pour eux. Ils auront commencé à traiter la donnée, mais en tous les cas, on espère aller en Normandie, ça c'est clair.